I will just say that I will make my communication in French, if you allow us. No, so, bilingual country, so okay. Just follow, so we keep everybody happy. Okay, thank you very much. Alors, merci beaucoup, madame, de me donner la parole. C'était un honneur pour moi de partager cette table avec vous et d'autres collègues. Nous avons décidé de proposer comme communication, comme thème, savoir oraux, numérique et opportunités de développement endogène en Afrique. Lorsque je parle de nous, je parle de Binyubi Marius, de l'Université de Douala, promoteur des sociétés d'oratoire. Je parle de Lilia Kimber de l'Université Harvard qui malheureusement n'est pas là pour ma cause des petits soucis de santé. Et bien évidemment de moi, Nassi Somme, comme votre humble communicateur ce matin. Et donc je suis chargé de rendre ce travail qui a été mené par les collègues. Donc le plan de ma communication, de notre communication, est constitué de 4 éléments principaux. Si nous enlevons l'introduction et la conclusion, on va se retrouver avec une grande partie qui est le découpage conceptuel. Et ensuite, nous reviendrons sur l'oralité numérique et les impacts que le numérique apporte sur l'oralité. Bien évidemment, il y aura des sous-parties. De manière introductive, nous allons d'abord dire que le numérique est de plus en plus commun. On l'a dans nos poches, dans nos sacs, dans nos voitures, dans nos maisons, sous nos roues. Le dire n'est pas une chauffage, car, bien évidemment, il devient de plus en plus un élément qui fait partie de notre quotidien de tous les jours. Toutefois, nous devons questionner le rapport que le numérique a avec nos domaines, avec la recherche. En ce qui nous concerne, nous avons décidé de questionner le rapport du numérique et les savoirs. Parlant du savoir, Paul-Émile Geoffroy, dans un texte intitulé La transmission des savoirs à l'aide du numérique, disait, je cite, le web, bien qu'il rende possible l'économie des data, rend aussi possible une économie du savoir. C'est dans ce contexte également qu'émerge ce que Antonio Fernandez Vicente appelle la parole marchandise. C'est en mettant en rapport la parole et effectivement le numérique que nous avons décidé de répondre à la question suivante. Quelle opportunité de développement découle de la numérisation des savoirs oraux en Afrique? En d'autres termes, qu'est-ce que le numérique peut apporter aux acteurs des pratiques orales en Afrique? Les résultats de notre recherche sont le fruit d'une recherche documentaire, d'une observation participante, étant donné que nous, les trois, nous sommes d'une façon ou d'une autre impliqués dans les activités de promotion d'art oratoire dans nos territoires respectifs. Ainsi dit, nous allons avancer maintenant avec la première grande articulation de notre exposé. Il s'agit d'un débrayage conceptuel qui est nécessaire pour comprendre la suite de notre exposé. Commençons par le thème ou le concept le savoir oral ou les savoirs oraux. Il est constitué de 2 vocables, savoir et l'adjectif oral. Il est important pour nous d'abord de commencer par savoir, ensuite de revenir sur l'oralité. Parlant de savoir, Didier Evers et c'est bien d'autres chercheurs, dans un article intitulé Savoir et développement, les appareils épistémiques dans le contexte mondial, faisaient déjà comprendre qu'il est difficile de définir le terme savoir. D'ailleurs, ils disent, malgré la multitude de définitions qui en sont données, le concept reste vague, sujet à interprétation subjective et difficile à mettre en pratique. Bref, il conclut, nous avons besoin d'en savoir davantage sur le savoir. Peut-être en faisant un peu un background dans l'origine latine, on pourrait mieux se rapprocher de notre sujet. Savoir viendrait de sapere, qui veut dire avoir du goût, être intelligent, être perspicace. Mais lorsqu'on fait un coup d'œil dans les dictionnaires ou, par exemple, sur le site du Centre national des ressources textuelles et lexicales, qui sont au moins des sources qui nous permettent d'avoir des définitions, on se rend compte que toutes les définitions du mot savoir prennent comme un autre mot, la connaissance. Lorsqu'il ne s'agit pas du substantif, il s'agit du verbe ou bien d'un autre adjectif qui est lié à la connaissance. Son synonyme le plus proche serait alors connaissance. Didier Evers, toujours dans ce même article, ils essaient de faire une classification des savoirs. Ils distinguent 4 types de savoirs. Les savoirs locaux qui se développent à un niveau au niveau de la communauté, dans un environnement plus proche de ceux qui produisent ce savoir. Lorsque ce savoir arrive à un niveau un peu plus mondial, je vais dire un peu plus large, on les appelle les savoirs globaux. Le troisième type de savoir, les savoirs des experts. Le savoir des experts a la particularité d'être défini selon 2 principes.
la légitimité par le mécanisme du pouvoir conféré aux experts et le pouvoir revendiqué par les experts eux-mêmes. Terminons par le quatrième type de savoir, le savoir tacite. Ce sera le savoir que les experts accumulent durant leur expérience. Donc chaque expert aurait un savoir tacite qu'il accumule selon son expérience. Jusqu'alors, nous n'avons pas toujours défini ce que c'est qu'un savoir oral, parce qu'il contient aussi des revenus sur le terme oral, qu'il faut distinguer du parler. D'ailleurs, Henri Messionic, dans l'article intitulé Qu'entendez-vous par oralité, disait « La parole, le parler est présent dans tous les corps. » Ça voudrait dire que nous tous, on a la capacité de parler. Mais il ne s'agit pas de cette oralité-là ici. Il s'agit plutôt de cette oralité qui se fait dans un contexte spécifique, avec des règles spécifiques, je disais tantôt, et surtout, qui n'est pas à la portée de tout le monde. On pourrait dire ainsi qu'il faut être initié pour pratiquer ce type d'oralité. Marcel dit que les gens vont également dans ce sens lorsqu'il le précise. C'est en s'inspirant de ce type d'oralité que Walter Hank, bien évidemment, après sa classification en 1982, de l'oralité première et l'oralité secondaire. La première serait une oralité qui se développe dans un contexte où l'écriture est la chose la moins partagée. Et la deuxième dans un contexte qui évolue avec les technologies. Lilian Kimber et Lino Bicom, s'inspirant de ces recherches de Walter Hank, ont plutôt proposé en 2017 les termes de oralité expression et oralité patrimoine. L'oralité patrimoine s'adapterait au contexte du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO et serait cette oralité qui se rapproche de l'oralité primaire de Walter Hank. L'oralité expression serait cette oralité qui évolue, qui s'adapte et qui se crée de plus en plus chaque jour. Alors, revenons maintenant au savoir oral. Il faut dire que ce n'est pas un néologisme que de parler de savoir oral. Parce que bien avant 2010, Réal Bergeron et d'autres chercheurs au Canada faisaient déjà la différence entre ce qu'ils appelaient le langage parlé et le langage écrit. Et ils parlaient là d'un savoir oral qui étudiait, qui cherchait la place dans un contexte scolaire au Canada. Donc, on fait la différence entre le langage parlé et le langage écrit. Nous, s'inspirant maintenant de ces travaux, nous entendons par savoir oral ou savoir oral au pluriel toutes sortes de connaissances qui transissent par l'art de l'oralité. Et donc, dans notre travail, nous nous intéressons au savoir qui transite par l'art de l'oralité et surtout par le canal du numérique. Revenons un peu sur le terme numérique. Il s'est développé aussi tout au moins le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, s'est développé en opposition à l'analogique. C'est un langage purement informatique. C'est le code binaire, 0 et 1. Et pour comprendre le numérique, il est important de savoir quels sont les outils numériques. Et Clément Dorival les définit ainsi. Il s'agit des différents outils qui fonctionnent aujourd'hui avec des données informatiques. Téléphone portable, smartphone, ordiphone, webcam, appareil photo ou encore caméra. Ces outils, bien évidemment, fonctionnent avec l'élément très important qui est Internet ou le web. Et après avoir présenté de manière succincte ces concepts, nous revenons maintenant sur le rapport entre l'oralité numérique et surtout l'économie du savoir et l'économie du virtuel. Principalement, les contenus de l'oralité sont audio ou vidéo. Des milliers de contenus sont produits chaque jour. Et des milliers de contenus sont regardés chaque jour. Une étude que nous pouvons observer sur le site de Net Offensive en France explique que les contenus audio et vidéo sont partagés 40 fois plus que les autres contenus. Et c'est dans ce contexte que est née aussi la parole commerce. Selon Amedia Daïol, dans un article intitulé L'oralité à l'aide du numérique, il dit ceci: l'oralité africaine se réinvente constamment. Apanage ancestral des conteurs. Elle nourrit les écrivains du continent, se divise sur les réseaux sociaux et s'étudie à l'université. C'est dit que déjà les Africains, ou tout au moins les pratiquants, essayent autant qu'ils faire se peut de s'arrimer à cette zone du numérique. Mais de quelle façon? Quels sont les éléments qui permettent d'établir cet usage du numérique par nos pratiquants et par nos, disons, orateurs entre guillemets? Nous pouvons citer les sites internet qui ont vu le jour. Le site ELAF, Verba Africa, Oralité du Monde, qui sont toutes estimées dans l'exercice l'oralité africaine. On peut aussi parler des institutions qui sont, je ne vais pas dire classiques, et parce qu'elles s'adaptent bien évidemment, comme le CNE qui nous appelle, comme le CELTO ou le CICIBA. Mais plus important encore,
ces sociétés d'oratoires qui ont vu le jour au cours des 10 dernières années. Commençons par la Cameroun Debate Association qui vit le jour en 2019 et qui fut légalisée en 2011, qui fait la promotion de l'oralité expression. Nous pouvons aussi citer le réseau international pour la promotion de l'art oratoire en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique, en abrégé le PAO, qui a vu le jour à Alexandrie en 2013, et donc l'un des fondateurs assis juste à côté de nous. Citons aussi les débats oratoires qui ont vu le jour en 2012 au Burkina Faso et qui produisent des orateurs d'un certain niveau. Elle, qui aurait mis en difficulté le président Macron pour le plan des termes d'un professeur hier, et elle également le produit d'une société d'oratoires, les débats oratoires au Burkina Faso. Nous pouvons aussi citer les jours verbales francophones au Togo. Toutes ces sociétés émergent et font la promotion de l'oralité. Ils font des formations en ligne. Ils font des compétitions en ligne, comme le concours d'éloquence de l'Université Senghor qui se fait directement en ligne, à travers la participation ou l'apport technique du PAO. C'est dit que le numérique et l'oralité font de plus en plus chemin ensemble. Le numérique et l'oralité apportent aussi de nouveaux, disons, métiers. Il y a surtout l'émergence de ce qu'on appelle de plus en plus les influenceurs. Même s'il est compliqué de définir ce qu'on met dans l'influenceur, toujours est-il que ces influenceurs utilisent la parole comme un outil très important. Et le numérique vient effectivement les aider à diffuser la parole. Arrêtons un peu avec les influenceurs et voyons ce qu'ils gagneraient par an ou par mois. Selon le site de BFM en France, les youtubeurs français Norman et Cyprien auraient gagné 400 000 euros par an, en rendu 1,5 million d'euros de bénéfices en 5 ans. Cyprien précisément gagnerait 800 000 euros par an et aurait réalisé 1,5 million de bénéfices en 5 ans, chiffre communiqué en 2019. C'est dit que c'est des richissimes en puissance. Nous connaissons aussi les cas de certains au Cameroun, comme Steve Epa et bien d'autres, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur pas des milliers de followers. Alors, le numérique n'a pas que des aspects positifs. Et certes, le numérique a des éléments négatifs. Partant de nous allons citer par exemple les travaux de Arnold Derby ici. La transmission des savoirs à numérique entraîne indéniablement une déstabilisation des pratiques, des savoir-faire à la fois du médiateur et du chercheur, mais aussi dans les interactions qui leur sont propres. Alors, dans ce sens, Antonio Fernandez Vicente parle de la crise de la transmission historique, tout comme la chute de la alphabétisation. Paul-Émile Geoffroy parle de la perte de savoir. Mais pour autant, est-ce que nous devons nous arrêter? Est-ce que nous devons combattre le numérique? Non, pas du tout. Merci madame, je suis en train de conclure déjà. Il s'agit de 4,54 milliards d'internautes. Il s'agit de 5,19 milliards de téléphones portables utilisés. 83% de la population mondiale est connectée à Internet. Un marché ouvert pour les orateurs, tout le monde les promoteurs des activités orales en Afrique. In fine, le numérique devient une autre institution du savoir différente de l'université, des écoles et des bibliothèques. D'ailleurs, nous pensons que la nouvelle pensée africaine devra profiter du numérique pour s'étendre dans le monde entier. Et je vous remercie de votre aimable attention.